Bonjour et bienvenue sur Synapse. La guerre en Ukraine constitue un changement de paradigme que le marché boursier n'a pas pleinement pris en compte. Tel est le point de vue de notre invité. Pierre-Yves Gauthier, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes stratégiste chez Alpha Value, cabinet d'analyse financière indépendant. Ce que vous êtes en train de dire en substance, Pierre-Yves, c'est que le marché n'a pas pleinement intégré tous les risques. Alors quand on songe aux risques liés à ce conflit, en première instance, on songe évidemment à la crise des matières premières. Absolument. Le point central d'un point de vue économique sur la perception des marchés, c'est ce qui devrait être une rareté de l'accès à l'énergie et par construction une montée des prix d'énergie, un resserrement des marges pour ce qui est des entreprises et un comportement beaucoup plus prudent pour ce qui est des consommateurs. Et la somme de tout ça, normalement, ça s'appelle un ralentissement économique, voire avec de l'inflation, puisque les coûts de l'énergie qui progressent ont tendance à être générateurs d'inflation. Alors un ralentissement, voire une récession, puisque si l'inflation déborde, on peut avoir un impact récessif très rapide. Alors c'est notre idée, par défaut, spontanément, d'avoir effectivement, de devoir utiliser le mot de récession. Donc on est parti du principe qu'on rentrait dans un tunnel très sombre dont on ne voyait certainement pas le bout. Mais comme vous l'avez dit dès le départ, on n'a pas d'indication de la part des marchés qu'il y a une inquiétude face à cette situation qui est quand même totalement nouvelle du point de vue, un, politique et militaire, et deux, sur l'incertitude que ça crée pour le monde réel. Comment expliquez-vous que ce scénario de stagflation, puisque c'est de ça dont on parle, que vous esquissez, ne soit absolument pas pris en compte justement par les opérateurs de marché? Alors, on a toujours du mal à trouver des réponses à ce type de questions. Ce qui est certain, c'est que le marché n'a pas voulu entendre, avant l'acte de guerre, le risque de guerre. Et on le sait pourquoi, parce qu'il est tellement énorme dans ses implications que les marchés n'arrivent pas à projeter ce type de choses. Donc on peut se dire qu'on y est encore, dans cette phase de stupéfaction, et qu'il faut un certain moment pour digérer toutes les implications. Et on le voit par le fait que les marchés, donc en tant qu'indice, virtuellement pas bougé. Donc c'est comme si rien ne s'était passé. Aussi horrible que ça puisse paraître, c'est bel et bien le sentiment que ça donne. Et en même temps, par pointillés, des indications qu'il y a quelque chose quand même de très très violent qui se passe, et notamment sur le cours de certaines banques, puisque certaines banques sont en prise directe avec la nouvelle réalité russe, et la traduction de la nouvelle réalité russe, notamment le blocage de la Banque centrale russe par les Occidentaux, conduit à s'interroger sur la valeur des opérations que ces banques européennes ont en Russie. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que la main invisible a commencé à faire le travail en touchant, en affectant certains secteurs, mais qu'il reste encore du travail à mener. Voilà, on va pour dire cette main qu'elle invisible. s'est concentrée sur ce qu'elle connaît comme actifs détenus par des Européens dans l'économie russe. Ça, c'est bien documenté, et la réaction était extrêmement rapide. Alors, on a parlé des banques, mais on peut parler aussi d'une société finlandaise qui s'appelle Nokian Tyre, qui a des usines en Russie. On sait bien que Renault a des usines extrêmement importantes en Russie, et ainsi de suite. Mais c'est du détail. Et la vision globale, qui est que le blocage russe est un blocage pour longtemps et qui remet complètement en jeu l'équilibre politique, financier de l'Europe, est un point qui n'est absolument pas pris en compte aujourd'hui par les marchés. Mais alors, le stratégiste que vous êtes, qui cherche justement à établir tous les scénarios et puis à relier les fils entre eux pour tisser une trame, quel aspect justement du problème, de ce problème hyper complexe, des répercussions de ce conflit, identifie-t-il d'ores et déjà? Alors, l'un qui est structurant pour l'Europe, c'est cet accès à l'énergie pas chère que représentait l'offre russe. On va devoir s'en prémunir. Donc il y a des décisions politiques importantes, les Allemands les ont prises. Donc il faut reconstruire d'autres sources d'énergie. Ça va prendre du temps, et surtout la compétition pour cette énergie, par exemple le gaz sous forme de gaz liquéfié plutôt que du gaz russe, c'est bien en concurrence avec d'autres pays du monde. Donc a priori le prix de cette énergie va progresser. Il faut investir pour accueillir cette énergie-là. Il faut arbitrer avec des énergies vertes en se rééquipant avec encore plus
de turbines à vent, encore plus de solaire, donc il va faire monter le prix de ces équipements inévitablement. D'ailleurs, on a vu un regain d'intérêt très très fort pour les valeurs d'énergie renouvelable. Ça, c'est assez linéaire en termes de raisonnement. Mais vous avez aussi l'idée que la Russie ne sera peut-être plus un grand marché d'exportation pour des économies comme l'Allemagne. Vous avez cette idée que peut-être une Russie qui sortira de cette guerre très affaiblie, avec une pression effectivement sur son offre de matières premières autres que l'énergie, et dont on a besoin. Donc on voit bien qu'on a des secousses tectoniques dans l'ensemble finalement de l'économie européenne, et on ne voit pas comment elles peuvent ne pas avoir de répercussions à l'échelle planétaire. Donc c'est un scénario évidemment extrêmement sombre, mais ce qui nous intéresse, c'est la difficulté évidemment à projeter, et on a fait le calcul jusqu'à présent que cette difficulté passe par une forme de refus par les marchés financiers d'acter les conséquences sur l'ensemble des secteurs et des valeurs. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une phase d'acceptation qui va prendre un certain temps avant qu'il y ait un ajustement par rapport à cette nouvelle réalité qui se dessine. Absolument. Je crois qu'on ne peut pas éviter cette nouvelle réalité, et on n'en a pas encore vu les traces dans le comportement global des marchés pour l'instant. Dans un des papiers que vous aviez émis, vous listiez un certain nombre de risques. Alors, celui attaché aux matières premières, bon, c'est le plus évident, puisque oui, la place centrale qu'occupe la Russie sur ce marché fait qu'on se pose immédiatement la question des conséquences. Et les conséquences sont majuscules, on le sait. Mais vous citiez également tous les risques attachés finalement aux nouvelles formes de guerre, notamment la cyberguerre. Absolument, et c'est d'ailleurs une des très bonnes surprises, c'est que pour l'instant on n'a pas d'acte de cyberguerre qui se soit déployé dans l'économie occidentale. Il est bien anticipé par beaucoup de spécialistes de ce type de sujet qu'une des réponses des Russes à la pression occidentale qui a été exercée sur leur système bancaire et qui est en train d'effondrer, il faut le dire, leur système financier et donc leur économie, la réponse pourrait naturellement être des cyberguerres. Et là, toute infrastructure occidentale est potentiellement en difficulté. Alors on les a tous en tête. C'est évidemment l'accès à l'énergie au sens des réseaux d'énergie, l'accès à la téléphonie, l'accès à Internet. Et mis bout à bout, c'est un risque monumental. Et ça aussi, c'est peut-être parce que ce risque est monumental que les marchés sont incapables de mettre un prix dessus. Alors ça va dans les deux sens. On peut aussi imaginer que le monde occidental sache exercer sur la Russie aussi sa propre pression. Donc l'excellente nouvelle, c'est que ce type de scénario, pour l'instant, ne s'est pas déployé. Peut-être s'est-il déployé, mais les autorités le gardent plutôt confidentiel. Mais c'est un risque évidemment considérable pour les marchés financiers, puisque tout secteur est concerné. Pierre-Yves, si les marchés réagissent avec une relative équanimité vis-à-vis d'une crise, encore une fois, majeure, majuscule, est-ce que ce n'est pas aussi par, un relatif cynisme qui veut que toute mauvaise nouvelle soit une bonne nouvelle dans une certaine mesure, puisque ça signifie que la perfusion monétaire ne pourra pas être détachée? Oui, il y a probablement de ce type de raisonnement, et on y a évidemment pensé. Après, il faudrait là aussi plutôt voir avec des macroéconomistes. Il semblerait qu'on ait un peu atteint la limite de ce que peuvent faire les banques centrales avant cet événement qui est infiniment plus dramatique que le Covid, pour dire les choses un peu brutalement. Donc on pourrait imaginer que dans une certaine mesure, si le système financier occidental était lui-même fragilisé, parce que les effets de deuxième tour de l'effondrement de la Russie pourrait impacter les banques occidentales, et deux, parce que des manœuvres de type cyber pouvaient fragiliser le système, oui, on pourrait imaginer qu'il y ait de la liquidité pour faire tenir. On pourrait aussi imaginer qu'il y a de la liquidité parce qu'il y a des vraies frictions dans les fonctionnements des marchés financiers, notamment sur des strates d'actifs comme les souverains, qui ne sont pas si liquides que ça ces derniers jours, et montrant bien qu'il y a une difficulté à réorganiser une partie des réseaux financiers en anticipation de ce qui se passe en Russie. Donc la somme de tout ça montre quand même que la machine commence à grincer. Elle est loin de s'être effondrée, il faut être clair, mais elle grince. Et donc les signaux ne sont pas bons. Est-ce que l'exclusion partielle, parce que
pour le moment, tous les établissements bancaires russes ne sont pas concernés, mais d'une partie du système financier russe, du système SWIFT, est un risque, là encore, dont le marché n'a pas pris la mesure. On le pense intuitivement. Et en tous les cas, on le pense au sens où on est en train de dégrader nos anticipations de résultats du système bancaire. Alors le système bancaire ne va pas s'effondrer en Europe. Il a été largement durci depuis la grande crise financière. Je rappelle elle remonte à 2009 déjà. Donc un gros travail a été fait. Les banques sont surcapitalisées jusqu'à cet événement qui est une guerre. Donc on va dire qu'elles sont capables de tenir le choc. D'absorber le choc. Mais en termes de résultats, il est probable que les anticipations d'un scénario un peu rose, dans lequel la croissance était là et que les risques donc, sur les prêts que font les banques aux entreprises étaient très proches de zéro, ce scénario-là est probablement à jeter et il faut recommencer quelque chose de plus noir. Bon, les détenteurs de certains établissements bancaires souffrent, ou d'établissements industriels exposés à la Russie souffrent, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque également pour les détenteurs d'ETF exposés à la Russie ? Bien sûr que si, puisque c'est une façon simple pour des non-Russes de détenir une exposition à une Russie qui promettait peut-être ceci ou cela. Donc on le voit très bien dans l'évolution de ces ETF. Le ETF est une forme de miroir. Or, le miroir est complètement brisé. La difficulté pour cet ETF, c'est de traduire le fait que le miroir est en 1000 morceaux. Il est en train de s'effondrer, au moins à du concurrence, l'effondrement des valeurs sous-jacentes. Mais là où on trouve d'autres courroies de transmission un peu inattendues sur l'exposition finalement du commun des mortels à la problématique russe, c'est par exemple les taux d'intérêt que payaient les banques russes sur des dépôts en Allemagne. Donc vous avez des particuliers allemands souhaitant récupérer sur des durées très courtes d'investissement une rentabilité introuvable sur la dette souveraine. Donc ces gens-là ont eu des promesses de rémunération importantes. Ces banques, les entités allemandes de ces banques russes sont aujourd'hui insolvables, bloquées et par le système bancaire occidental et par la banque centrale russe. Donc ces dépôts vont se poser des questions de savoir comment ils vont être protégés. Alors jusqu'à 100 000 euros, c'est en principe pas un problème, c'est la loi en Europe, mais au-delà, ça pourrait être une perte sèche. Donc par petite touche, on va voir effectivement que bloquer un pays qui est certes pas un grand pays au sens de son PIB, mais un immense pays au sens de la dépendance qu'il a créée autour de lui, va avoir des incidences considérables, bien au-delà évidemment de la situation militaire qui, elle, est une vraie catastrophe. Toujours dans votre papier, il est écrit à un moment donné qu'on pourrait avoir une crise financière liée aux appels de marge. Oui. Est-ce que vous pouvez détailler ? C'est typiquement l'idée que quand on est détenteur d'un actif qui monte et qu'on s'est endetté pour acheter cet actif qui monte, tant qu'il monte, il n'y a pas de problème. Quand il commence à baisser et on a eu au moins jeudi une très forte correction, si la correction est telle que la couverture donnée par l'acheteur de ce produit n'est pas suffisante pour satisfaire le prêteur va demander un complément de couverture, ce qu'on appelle un appel de marge. Et là, ça peut être extrêmement douloureux, puisque c'est en fait une forme d'endettement. Évidemment, c'est de l'endettement pour détenir des actifs. Et quand on est obligé de céder un actif, ce type-là, c'est souvent un actif plutôt spéculatif. Donc la personne qui va devoir clore cette opération, céder cet actif, fermer son financement, ce faisant, a besoin de trouver de l'argent ailleurs. Et l'effet mécanique, c'est d'entraîner des cessions d'autres actifs dans d'autres classes ou d'autres territoires. Et c'est cet effet en domino que craignent énormément, évidemment, les observateurs de marché. On n'a pas évoqué le marché des crypto-monnaies. Oui. Alors pourquoi en parler ? Parce que aujourd'hui, on a un certain nombre de sanctions qui sont prises à l'encontre de la Russie, une volonté de l'exclure du champ des relations commerciales. Très bien, mais est-ce que finalement, le marché ne se dit pas, en fait, oui, on prend ces mesures-là, mais les choses vont se passer au travers du marché des crypto-monnaies. Finalement, les transactions vont se régler, non pas par le système SWIFT, mais par le marché des cryptos. Alors, cette dimension-là, on en entend un petit peu parler. Mon intuition,
c'est que la liquidité de la seule crypto respectable, le Bitcoin, n'est pas suffisante pour accompagner, par exemple, une recherche de liquidité de la Banque centrale russe sous instruction du gouvernement russe. Il y a l'autre aspect du crypto, c'est est-ce que c'est une forme de lingot d'or plus souple à manipuler, et en tous les cas qui rentre dans la poche sans difficulté, et puis qui peut être non identifié par le fisc. Alors là-dessus, on est aussi un petit peu sceptique parce que comme le crypto est devenu quand même un actif détenu par un grand nombre de personnes qui elles-mêmes s'étaient plutôt endettées pour en avoir, sa sensibilité aux autres classes d'actifs est devenue considérable. Et en fait, toutes les classes d'actifs bougent ensemble aujourd'hui, y compris le crypto. Donc le côté acyclique, atypique du Bitcoin, parce que les autres monnaies, c'est encore un autre sujet, paraît un peu remis en cause. Donc c'est une forme peut-être de prudence qu'il faut avoir sur le crypto en tant qu'instrument de diversification. Il est devenu un peu trop généraliste, on va le dire comme ça. Mais ma remarque touchait moins aux perspectives du marché des crypto-monnaies qu'au fait que finalement, peut-être que le marché se dit tout ne sera pas bloqué parce qu'en fait, on pourra réaliser des transactions, et là, il se le dit fort cyniquement, en catimini via les crypto-monnaies. On pourra continuer à commercer avec la Russie tout en adoptant des postures très rigides officiellement. On sort par exemple une partie des établissements bancaires du système SWIFT, mais finalement, on pourra continuer à négocier et à commercer avec les Russes par ce système-là. Ça peut s'entendre. On a pu voir quand même, mais là ça dépasse mon territoire de compétence, que quand les autorités fiscales, quand elles veulent, les autorités gouvernementales, quand elles veulent, arrivent assez bien à suivre quand même les transactions, notamment sur Bitcoin, puisqu'ils sont tous identifiés. Donc je ne vois pas très bien comment on pourrait avoir une forme de recréation d'un marché parallèle qui permettrait de liquéfier une économie comme la Russie. Je ne crois pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est tout de même face à une déflagration dont on mesure mal toutes les conséquences. Oui. Et le simple fait qu'il y ait une incertitude devrait être pris en compte par le marché. En tout cas, davantage de votre point de vue. Sectoriellement, puisque là, c'est tout de même important, on a eu donc des primo-réactions du marché qui a sanctionné notamment les établissements les plus exposés à l'évidence à la Russie. Mais est-ce que vous voyez des parties à prendre dans les mois qui viennent pour éviter justement de se prendre trop de coups? Alors malheureusement, sur les secteurs sur lesquels on pourrait penser qu'on est protégé, il y en a très très peu. C'est évidemment l'énergie. Et dans l'énergie, il y a les énergies fossiles, puisque de toute façon on en a besoin pour n'importe quel cycle économique. N'en déplaise évidemment aux gens qui sont en responsabilité de gérer des portefeuilles ESG, ça va être extrêmement compliqué de combiner finalement le besoin d'être investi dans ce secteur pour défendre l'intérêt des investisseurs et en même temps les contraintes que ça pose sur un plan ESG. Donc l'énergie, côté fossile. Et puis il y a l'énergie au sens de la génération électrique, et c'est le rebond qu'on a vu dès vendredi, je crois. Effectivement, des sociétés qui sont des générateurs d'électricité indépendants des énergies fossiles. Donc les fameux moulins à vent, plaques solaires et autres nucléaires, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est à peu près clair. L'énergie au sens de la distribution d'énergie, ce n'est peut-être, a priori, c'est un secteur assez protégé, mais il faut quand même se méfier d'une hausse des prix d'énergie qui pourrait ne pas être acceptable par le consommateur et dans lequel interviennent les gouvernements. Et c'est ce qu'on a quand même vu à grande échelle avec EDF. Il n'est pas impossible qu'à l'échelle de l'Europe, les gouvernements soient obligés d'intervenir encore plus et viennent en quelque sorte déstabiliser l'équation économique des distributeurs. Ça paraît à peu près acquis. Après, il y a d'autres secteurs qui sont à peu près acquis. C'est évidemment tout ce qui relève de l'agroalimentaire, de la consommation courante. On va faire le calcul. En volume, ça se passera normalement. Les prix, par contre, pourraient ne pas augmenter autant que l'aurait souhaité un certain nombre de producteurs agroalimentaires. Et on voit bien que ça bataille extrêmement dur en France, en tous les cas, et sur une partie de l'Europe, sur ces sujets-là. Ça, c'est la partie sur laquelle on pourrait être relativement serein. Après, il y a la partie sur laquelle... j'ai oublié un secteur traditionnel, c'est évidemment tout ce qui relève de la santé. On ne voit pas on va oublier un accident majeur, les secteurs de la santé, autrement dit la santé
au sens des sociétés qui fabriquent des équipements de santé, et puis bien entendu tout ce qui est pharmacie, a priori ces secteurs-là sont défendus. Avant que vous enchaîniez, parmi les secteurs que certains qualifient de défensifs, Oui. en tout cas dans de telles circonstances, on a aussi tout de même l'aérospatiale et la défense. Oui, alors c'est vrai que, oui, pour de mauvaises raisons, malheureusement, mais c'est vrai pour la défense, c'est peut-être un peu moins vrai pour le fournisseur d'équipements aériens civils, parce qu'il va falloir imaginer aussi un monde dans lequel peut-être que le trafic aérien va devoir baisser momentanément, ce qui veut dire quand même beaucoup moins potentiellement de commandes, on use moins les avions, on les maintient moins, on passe beaucoup d'énergie à faire le tour de la Russie, donc il y a des modèles économiques qui vont changer un petit peu. Mais c'est vrai que pour le militaire, a priori, bon, on a vu des réactions extrêmement positives sur ce secteur. Et les télécommunications? Oui, bien sûr. Là aussi, mais ayons en tête que ça n'a jamais été un secteur qui offre une véritable croissance. Donc là, il va nous conforter dans le fait qu'il sera là pour payer des dividendes. Voilà la lecture qu'il faut avoir des télécoms. Mais vous avez raison. Bon, ça, ce sont les secteurs qui pourraient plutôt surperformer, en tout cas résister dans le contexte. Résister, hein, on ne va pas être trop ambitieux, résister dans le contexte actuel. Est-ce qu'il n'y a pas un secteur qui, à la marge, puisque vous avez évoqué les risques de cyberguerre, qui pourrait profiter de ça? C'est justement le secteur de la sécurité informatique. Oui, alors, mais c'est minuscule. Au sens des sociétés cotées, c'est extrêmement limité. Pour ce qui est de la France, on parle fondamentalement de Thales, qui est dans ce métier un peu par nécessité, mais qui semble plutôt compétent, et Atos, qui a souhaité en fait développer cette compétence, qui est rattaché d'ailleurs à un actif qui est dans le groupe Atos depuis quelques années, qui est Bull. Donc oui, il y a ces affaires-là. Il y en a probablement un grand nombre de petites, mais que nous ne connaissons pas. Et c'est très américain, quand même, comme univers coté. Bon, Pierre-Yves, passons maintenant au secteur qui risque de souffrir fortement. On a mentionné les bancaires qui subissaient d'ores et déjà des corrections très significatives lorsqu'elles étaient exposées à la Russie. Pour vous, ce mouvement va se poursuivre? Absolument. Je crois qu'on a une indication de façon très pointillée, en fait, de la violence d'ajustement qu'il faut envisager sur certaines configurations bancaires. Comme on fait l'hypothèse que ça a une dimension systémique, normalement, la propagation de ce risque-là devrait se faire à l'ensemble du secteur bancaire avec des frictions dans toutes les classes d'actifs, dans tous les marchés sur lesquels sont exposées les banques. Et si on a un ralentissement économique, évidemment, une partie du métier des banques, qui est de prêter de l'argent, va être mise en difficulté parce que certaines entreprises pourraient, c'est l'autre thématique, subir des pincements de marge puisqu'il y aurait ralentissement économique d'un côté et remontée des coûts de l'autre. Et par construction, ça veut dire perte, et qui dit perte dit difficulté à rembourser les prêteurs. Donc dans les difficultés sur les deux grands segments, en fait, vous avez bien le secteur bancaire, probablement le secteur de l'assurance de façon plus indirecte, et surtout les entreprises, puisqu'elles vont être victimes de cette remontée des coûts des matières premières. Mais vous nous aviez dit en première partie de cette interview que les banques étaient relativement solides. Justement, elles avaient fait le travail de restructuration et qu'elles avaient les fonds propres nécessaires pour absorber le choc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre votre extrême prudence, réserve à leur égard, et ce premier constat? Alors, elles vont pouvoir absorber un choc qui est un choc de dégradation de leurs affaires. Leur bilan est extrêmement solide, il a été voulu ainsi par les régulateurs bancaires, et tant mieux, et c'est la preuve que cette exigence de capitalisation des banques était fondée, mais on ne peut pas exclure que les résultats des banques soient mis en sérieuse difficulté, pour être poli, pour un grand nombre d'entre elles. Et vous avez évoqué les défauts potentiels d'entreprises. Absolument. Alors, parmi les entreprises qui semblent tout de même très fragilisées par cette crise, on a les cycliques, puisqu'on a un impact potentiel sur la croissance, un impact récessif, et on a particulièrement au sein de cette branche les valeurs cycliques industrielles, parce qu'elles sont non seulement concernées par le ralentissement, mais également par la crise des matières premières. Exactement. Donc là, ça correspond à ce qu'on appelle des semi-cycliques. Ce sont donc des sociétés qui apportent une très grosse valeur ajoutée dans leur acte industriel. Elles ont jusqu'à présent anticipé le fait que cette valeur ajoutée pouvait permettre de poursuivre des hausses de prix. On s'inscrit en faux
sur cette idée-là. Et donc, comme vous l'avez dit, parallèlement, la moindre demande sera en même temps complétée d'une pression sur les marges. Donc là, on parle de secteurs de transformation industrielle, on parle peut-être des gens qui transforment l'acier en produits un peu élaborés, on parle évidemment aussi de gens qui fabriquent de l'équipement. Et ces gens qui fabriquent de l'équipement sont très allemands, très scandinaves, très suisses. Donc il y a tout un pan de cette industrie très exportatrice de l'Europe qui pourrait souffrir de ce ralentissement, de ce point d'interrogation en tout cas sur les résultats. On parle de finances, on parle de chiffres. Vous vous êtes livré à un petit exercice théorique, c'était d'évaluer la perte, enfin la révision à la baisse des bénéfices par rapport à la situation d'avant-crise, avant l'invasion en fait de l'Ukraine par la Russie. On a des révisions attendues par Alpha Value relativement significatives. Donc on va donner quelques chiffres tout de même pour illustrer l'impact que vous mesurez ou que vous évaluez plus exactement. Les banques, c'est moins 25% par rapport à quelques jours, finalement. Vous attendez une révision à la baisse par rapport au pronostic juste antérieur à la crise. 20% pour le transport, 15% pour les utilities. Également. La chimie, ça serait une baisse du même ordre. Absolument. Grosse surprise sur la chimie, puisqu'elle était certaine de pouvoir passer des hausses de prix. Mais bon, on peut imaginer que les choses ne seront pas du tout. Bon, l'automobile, évidemment, très affectée par la croissance et par les matières premières, moins 10%. Les biens de consommation durables. Alors ça, c'est le trésor français. Biens de consommation durable égale luxe. Et c'est un gros point d'interrogation, puisqu'on sait que ce luxe est plutôt consommé, le luxe supplémentaire est plutôt consommé à la fois par la planète asiatique et très largement encore par la planète américaine. Donc si ces deux zones se sentent assez distantes en termes de comportement de consommateurs de la situation européenne, on pourrait imaginer que ce secteur soit relativement plutôt résistant. Parmi ceux qui s'en sortiraient, donc, on aurait encore une fois les pétrolières. Là, vous attendez plutôt une révision à la hausse des bénéfices. Extraordinaire. De l'ordre de 25%. Largement. Les services informatiques devraient également tirer leur épingle du jeu. On serait sur une hausse de 15%. Du côté du matériel informatique, on aurait également une progression. Oui, alors c'est un petit secteur en Europe, mais c'est matériel de technologie. Oui, on sait bien que dans ces phases-là, dans lesquelles les coûts montent, qu'il faut investir dans la productivité, donc naturellement, ces entreprises en bénéficient. Les logiciels, on a évoqué aussi. Oui, les logiciels pour les mêmes raisons. Il faut bien que le service informatique et les logiciels associés sont un investissement nécessaire et permanent des entreprises. Elles ne feront probablement pas marche arrière là-dessus. Et puis vous avez les semi-conducteurs, bien entendu. Et les médias ? Alors les médias, cette idée assez simple, c'est une vieille idée qui est que le média traditionnel, celui qui est coté en Europe, a évidemment beaucoup souffert de l'arrivée des médias digitaux, des réseaux sociaux. On voit bien qu'il y a un encadrement réglementaire qui est en train de changer, que ça redonne un peu de respiration aux médias, aux grands médias classiques. Et puis les grands médias classiques, dans des événements comme ceux qu'on connaît, par nature, font plutôt de bonnes affaires. Bon, on voit qu'il y a des disparités sectorielles très très fortes, selon vous, qui vont se dessiner. Oui. La recommandation à tous les investisseurs particuliers qui sont aujourd'hui sur les marchés, qui ne savent pas forcément à quel sens vouer. Il y a quelques semaines, vous nous disiez, finalement, et ça c'était bien avant que la situation ne dégénère, on a tout de même des perspectives de résultats qui sont trop optimistes. Oui. Il va falloir qu'on digère le resserrement de la politique monétaire. Bon, là, on change encore une fois de paradigme. Peut-être que le resserrement de la politique monétaire ou la normalisation aura vécu très brièvement. Oui. Mais la recommandation, c'est toujours la même. Là, surtout, ne pas se précipiter, ne pas acheter les creux. Oui, on est convaincu que c'est quand même un monde nouveau qui s'ouvre. On n'ose pas le dire, parce que c'est un effort considérable de dire que finalement une guerre en Europe, c'est un changement radical d'organisation de cette Europe, probablement pas pour un an, mais probablement pour 15, 20, 25 ans.
qu'il y a une transformation complète de la Russie qui se prépare, soit parce qu'elle a gagné cette guerre, soit parce qu'elle la perd. Et dans les deux cas, la Russie ne sort pas par le haut. Et c'est une catastrophe. C'est objectivement une colossale catastrophe. Et même si on évite le pire sur un plan militaire, on aura de toute façon une refonte de l'Europe qui se dessine. Et je pense que la vision du monde que nous avons, qui est de dire qu'on peut accompagner la croissance, que cette croissance peut accompagner en quelque sorte une bonne gestion de la planète, tout ça est un petit peu abstrait aujourd'hui quand on a une situation de guerre à notre porte. Pierre-Yves, merci beaucoup pour tous ces éclairages qui sont une tentative de mettre des mots sur une forme d'indicible, puisqu'on ne mesure pas toutes les répercussions qui vont se diffuser et se propager. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous appréciez Synapse, n'hésitez pas à nous soutenir en commentant, partageant et en mettant un pouce bleu à nos émissions. À très bientôt.